Dans la première vidéo de cette série, consacrée au triangle de Sierpinski, nous avons pour l'essentiel proposé une définition de cet objet fractal. Pour construire le triangle de Sierpinski, on part initialement d'une surface délimitée par un triangle équilatéral qui apparaît ici en noir. On joint alors 2 à 2 les milieux des 3 côtés de ce triangle afin de supprimer la surface délimitée par le petit triangle central ainsi obtenu. À l'issue de cette première étape, on obtient une nouvelle surface constituée de 3 petits triangles pleins qui se touchent 2 à 2 par un sommet. On peut alors réitérer le même procédé de construction sur ces 3 triangles pour obtenir, à l'issue de cette deuxième étape, 9 portions triangulaires du plan. Le triangle de Sierpinski est la figure limite que l'on obtiendrait en réalisant une infinité d'étapes. Il s'agit d'un objet fractal au sens où, quelle que soit l'échelle choisie, le regard se heurtera toujours à de nouveaux détails, à savoir ici des versions miniatures et imbriquées les unes dans les autres du triangle lui-même. Le début de la construction du triangle de Sierpinski étant une surface, on peut légitimement être tenté de se questionner à propos de l'aire de cette fractale. Peut-on déterminer l'aire de cet objet limite ? Et d'ailleurs, l'unité de surface est-elle la mesure la mieux adaptée pour décrire numériquement cette figure ? Remarquons déjà qu'au cours de la construction, chaque nouvelle figure voit son aire diminuer de 25% par rapport à la figure précédente. En effet, d'une étape à l'autre, chaque triangle est d'abord partitionné en 4 copies réduites et identiques de lui-même, suite à quoi on supprime l'une de ces 4 copies. Au bout du compte, il reste donc bien 75% de l'aire de la figure précédente. Rappelons alors que le triangle de Sierpinski est obtenu en réalisant une infinité d'étapes. Ainsi, partant d'un triangle quelconque, l'aire de la fractale serait donc égale à ce qu'il resterait en retirant à l'infini 25% de l'aire de la figure obtenue à l'étape précédente. Tout ceci est bien entendu assez difficile à imaginer puisque l'aire recherchée est par définition celle d'une figure géométrique obtenue à l'issue d'un processus qui ne s'arrête jamais. En mathématiques, lorsqu'il s'agit de flirter avec l'infini, on peut penser à la notion de limite. Le triangle de Sierpinski est la figure obtenue lorsqu'on fait tendre le nombre d'étapes n vers l'infini, et il est plutôt intuitif de comprendre que l'aire de cette figure limite vaut 0. En effet, quelle que soit l'aire du triangle de départ, et j'entends par là aussi grande soit-elle, on comprend aisément qu'à force de retirer 25% de la superficie restante, on pourra, d'étape en étape, se rapprocher autant que désiré de 0. Appuyons-nous sur un exemple. Dans ce repère, on lira en abscisse le numéro de l'étape de construction, et en ordonnée, on lira l'aire de la figure obtenue à l'étape n. Disons par exemple que l'aire du triangle de départ soit de 10 unités d'aire. Fixons-nous un seuil de 0,2 représenté par la droite en pointillé. À la première étape de construction, après avoir retiré 25% de la superficie du triangle de départ, l'aire de la figure obtenue sera de 7,5 unités d'aire. À la seconde étape, elle sera d'environ 5,6 unités d'aire. On constate qu'en accomplissant suffisamment d'étapes, 14 en l'occurrence, nous nous retrouverons en dessous du seuil fixé au départ. Cela signifie qu'après 14 étapes, l'aire de la figure obtenue devient inférieure à 0,2 unités d'aire. En rapprochant davantage notre seuil de 0, nous pourrons, vous l'avez compris, de nouveau le franchir à condition d'effectuer suffisamment d'étapes. Le nombre d'étapes nécessaires pour franchir un seuil donné en partant d'une aire de départ quelconque peut facilement être programmé ici à l'aide de Python. Ainsi, en partant d'une aire de départ relativement grande, disons 1 million d'unités d'aire, et en nous fixant un seuil proche de 0, disons 1 millième, le programme nous annonce que le seuil sera franchi à la 73e étape. Bref, peu importe l'aire fixée au départ, en démultipliant les étapes, l'aire des figures se rapprocheront autant que souhaité de 0. Autrement dit, quel que soit le seuil epsilon strictement positif fixé, il existera toujours un rang n à partir duquel l'aire AN des figures obtenues à la nème étape auront toute une aire inférieure à notre seuil. On dit alors que la suite des aires a pour limite 0 lorsque le nombre d'étapes n tend vers l'infini. Moralité, la figure limite, qui n'est rien d'autre que notre triangle de Sierpinski, a donc pour aire cette limite, à savoir 0. Le triangle de Sierpinski est donc un objet fractal d'aire nulle. Il est donc plutôt naturel d'être tenté de le classer non pas parmi les objets géométriques de dimension 2, que l'on appelle communément les surfaces, mais plutôt parmi les objets de dimension 1, des figures comme ce segment ou comme ce cercle, et qui ont pour caractéristique de ne remplir aucune portion du plan. Notre fractal, qui semble au bout du compte être sans épaisseur, serait donc une sorte de ligne brisée qu'il conviendrait de chiffrer à l'aide d'une unité de longueur. Par analogie, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt de constater que le volume de cette figure plane est nul. Certes, il l'est, mais il est bien entendu plus adapté de chiffrer numériquement cette figure à l'aide d'une unité de surface. Alors qu'en est-il pour notre triangle de Sierpinski ? Afin de répondre à cette question, il conviendrait d'abord de proposer une caractérisation de la dimension géométrique d'un objet. En géométrie, les figures voient leurs mesures réagir différemment aux agrandissements et aux réductions en fonction de leur dimension.
Les objets de dimension 1 ont la caractéristique de voir leur longueur multipliée par 2 lorsque leur taille est doublée. Prenons par exemple la bordure de ce disque de rayon 1. La longueur du tour est ici de 2π. Si je multiplie par 2 le rayon de ce cercle, j'obtiens un cercle dont le périmètre est égal au double du périmètre du premier cercle. Il en va de même avec le périmètre de ce rectangle. En doublant les dimensions de ce rectangle par 2, il est tout à fait naturel que son périmètre soit également multiplié par 2. Les objets de dimension 2, comme cette surface rectangulaire, ont quant à eux la particularité de voir leur R multiplié par 4 lorsque leur taille est doublée. Par exemple, si je double les dimensions de ce rectangle, on peut constater qu'il est possible d'y faire entrer très exactement 4 petits rectangles. Et pourquoi pas poursuivre le raisonnement avec les objets de dimension 3, dont le volume est cette fois multiplié par 8 lorsque l'on dilate leur taille d'un rapport 2, comme on peut ici le constater avec ce cube. Pour résumer, les objets de dimension 1 voient leur longueur multipliée par 2 ou encore par 2 puissance 1 lorsque leur longueur est multipliée par 2. Les objets de dimension 2 voient leur R multiplié par 4, soit par 2 au carré, lorsque leur taille double. Quant aux objets de dimension 3, leur volume sera multiplié par 8, soit par 2 puissance 3, lorsque leur taille est doublée. Plus généralement, si on double la taille d'un objet et que sa mesure s'en retrouve multipliée par un nombre A, alors on dira que la dimension de cet objet géométrique est le nombre D qui vérifie l'égalité 2 exposant D égale A. Appliquons cette extension de la notion de dimension au triangle de Sierpinski. En doublant sa taille, on peut remarquer que la figure obtenue est composée de 3 fois la figure de départ que l'on avait avant la dilatation. Ainsi, lorsqu'on double la taille de notre fractal, sa mesure est multipliée par 3. Sa dimension correspond donc au nombre D tel que 2 exposant D égale 3. Le problème ici est qu'il n'existe tout simplement aucune valeur entière D vérifiant cette égalité. Quelques lignes de calcul permettent de déterminer cette valeur D. Une valeur approchée de ce nombre est 1,58. Ainsi, selon cette caractérisation de la dimension, le triangle de Sierpinski se retrouve être un objet géométrique de dimension non entière. Cette fractale est tout simplement enclavée quelque part entre la dimension 1 et la dimension 2, un constat qui révèle toute sa complexité. On ne peut ni la considérer comme une ligne brisée, ni comme une surface. C'est ainsi que pour décrire sa mesure, on ne parlera ni de mètre ni de mètre carré, mais de mètre exposant logarithme népérien de 3 divisé par logarithme népérien de 2. Voilà qui peut donner du grain à moudre pour réfléchir. Personnellement, je n'ai à ce jour aucune intuition pour me représenter cela. Et quel bonheur, à force de travail et de réflexion, que de constater un jour qu'on a affiné notre perception des choses.